A rally in London's Downing Street by Islamic radicals has turned into chaos, sparking a counter-demonstration by English right-wing nationalists. Muslim protesters had gathered, calling for aspects of Sharia law to be allowed in Britain. Laura Emmett reports. They may be few, but their message is clear. Introduce Sharia law into the UK. This is the face of radical Islam, assembled outside Downing Street, proclaiming its message at full volume. We find many of these people which call for human rights and whatnot. They come out and they say that they want equality. But what equality do you get when a man legislates over another man? Is he not more superior than you? You're worshipping him by submitting to him and obeying his laws. And we will get oppression like this until we all submit to one, that is the law of God. Just a few metres away, struggling to get their voices heard, a group of moderate Muslims and non-Muslims are commemorating the first anniversary of the death of Neda Agha Sultan, killed following last year's Iranian election. They oppose Sharia law, even the Sharia courts that are already operating in this country. The British government is making a huge mistake giving them access to bring Sharia law courts. It thinks that it can reduce terrorism by doing that. It doesn't understand that this is the political wing of the terrorist movement, and they're here to suppress people's rights. Not exactly quiet, but non-violent, despite the arrival of the nationalist English Defence League. They weren't welcomed by either group, although some among them said they came with a message of inclusion. We're members of the English Defence League. We're not racist. Black, white, brown unite against these Islamic preachers, because we want one law for all in the UK, so we decided to come and join these to protest against them. Our lads got arrested. They didn't do nothing. They got arrested, and they should arrest them because they are inciting religious and racial hatred. Racist or not, police didn't waste any time bundling the EDL into vans, saying they didn't have permission to demonstrate. But it wasn't over yet. Later, the demonstration was joined by a group carrying the banners of Unite Against Fascism. Sworn enemies of the EDL, it seemed at first that they were there to oppose them. But when the chanting got clearer, it became obvious whose side they were on. The UAF denies any association. There are a total of 4 different factions represented here this afternoon, both pro and anti-Sharia law. And demonstrations like these are a sight that's becoming more and more common on the streets of towns all over the UK and not just in London. And in fact, this is the second demonstration inside a week by an organisation called Muslims Against the Crusades, which promotes the introduction of Sharia law into the UK. Laura Emmett, RT, London. ያን አንድ ያውና ከተማ ሄደን እነሱ ክርስቲያኖችን ለማጥፋት ሄደን እነሱ ትንሽ ክርስቲያኖች ነበሩ እነሱን ትንሽ ክርስቲያኖችን ለማቃጠል ተወስነን ነበር ተዘጋጁ መጽሐፍ ቅዱሶች በእጅ እነሱን ደበደቡ መጽሐፍ ቅዱሶችን ካጃቸው ነጥቀው አቃጠሉ ከዛን እኔ በእጅ የገባችን መጽሐፍ ቅዱስን ምን እንደሆነ አታቃጥል አላኝ እስከዛ ድረስ በእጅ ቆየች ባለፈ ጊዜ ነው እሷን የተቃጠለች እንጂ እሷ ምክንያት ነው ጌታን ወደዛ እኔ ያመጣኝ Battue, violée, soumise au nom d'Allah, c'est l'histoire de Samia Sharif, une Algérienne qui a fui son pays avec ses enfants pour échapper à la violence conjugale et à l'intégrisme islamique. Elle se raconte dans un livre, Le voile de la peur. Samia Sharif, qui vit sous ce nom d'emprunt par crainte de représailles, a trouvé refuge au Québec il y a un peu plus de 4 ans. José Dupuis et France Desjourdis l'ont rencontré, vous allez voir le reportage, qui sera suivi d'un entretien que Dominique Poirier a eu avec la députée québécoise, elle-même musulmane, Fatima Ouda Pepin. Samia Sharif ne porte pas le voile par conviction religieuse. Si elle cache son visage aujourd'hui, c'est uniquement pour protéger son identité durant cette entrevue. Samia craint son ex-mari, ses parents, ses frères restés en Algérie. Elle a peur que quelqu'un ici la dénonce à sa famille. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Honnêtement, je vais vous dire exactement ce qui pourrait m'arriver, je ne sais pas. Parce qu'on m'a tellement fait peur, on m'a tellement dit des horreurs durant toute ma vie que si on t'attrape, on t'égorge, si on t'attrape, on te coupera la tête, si on t'attrape, on va te coudre la bouche avec du fil de fer, comme
comme on fait aux grandes gueules. L'histoire de Samia ressemble à celle de bien d'autres femmes victimes de l'intégrisme islamique. À 16 ans, son père l'a forcée à se marier. Son mari, qui avait le double de son âge, l'a battue, violée durant des années. Quand je me plaignais à mes parents, je leur disais, il me bat, il me viole, il ne te viole pas, c'est ton mari. Prends son Dieu, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. De toute façon, tu es à lui, s'il te bat, c'est parce qu'il t'aime, et puis il veut t'éviter l'enfer. Dans le Coran, on peut lire ceci. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Certains hommes interprètent cette sourate à la lettre pour poser des gestes extrêmes. Une femme, pour un intégriste, c'est celle qui va le servir. Donc si un homme bat sa femme, c'est pour son bien, c'est pour qu'elle ne quitte pas le droit chemin. Et puis un homme est responsable de sa fille, et puis un homme est responsable de sa femme après. Donc s'il veut mériter une place au paradis, Dieu, la première des choses, va lui dire « Qu'est-ce que tu as appris à ta femme » ou « Qu'est-ce que tu as appris à ta fille ?» Samia, qui venait déjà d'une famille musulmane ultra-conservatrice, a vécu la montée fulgurante de l'intégrisme en Algérie durant les années 90. Je ne pense pas que je suis la seule à souffrir ou la seule qui souffre à ce point. Je pense qu'il y a des femmes qui souffrent jusqu'à la mort. Ma mère me disait que pour être une bonne musulmane et pour mériter une place au paradis, une femme a 3 endroits sacrés. C'est la maison de ses parents, la maison de son mari et sa tombe. Mais un jour, Samia réussit l'impensable. Elle fuit l'Algérie avec ses 5 enfants. Ce qui m'a décidé, c'est mes filles. Je ne voulais pas que mes filles subissent ce que moi j'ai subi. Moi, j'avais peur de mourir et de laisser mes filles là-bas. Ces filles, Nora et Mélissa, qui portent aussi le voile pour protéger leur identité, ne se font pas d'illusions sur ce qui leur serait arrivé si elles étaient restées là-bas. Un suicide. Un suicide ou un mariage forcé ou... On sait pas. Non, je sais pas. On aurait très mal fini. Et je trouve ça affreux, cet abus de pouvoir de la part des hommes. Et comment on peut se permettre de voler des vies comme ça. Et je trouve ça vraiment injuste. Toute cette violence subie, sa fuite vers la France, puis son arrivée au Québec avec de faux passeports et 200 $ en poche, Samia le raconte dans un livre, Le voile de la peur, ce voile qu'on l'a obligée à porter en Algérie. Avec ce livre, je voulais dénoncer à quel point une femme peut souffrir. Je voulais dénoncer ce que mes parents m'ont fait endurer durant toute ma vie. Et je voulais faire prendre conscience aux gens d'ici, aux femmes surtout, de la chance qu'elles ont de ne jamais connaître ça. Ce livre, c'est aussi une promesse qu'elle avait faite à ses filles. C'est vrai que le livre, c'était une promesse pour nous, mais c'est aussi une promesse pour toutes ces autres femmes qui sont en train de souffrir de l'autre côté. C'est important que le monde comprenne ce qui se passe de l'autre côté et prenne conscience pour plus que ça se passe. Parce que plus on en parle, plus les gens écoutent et plus les gens réagissent, exactement. Il faut que ça